Bonjour et bienvenue. Donc, j'étais juste en train de commencer à me présenter. Donc, Clarence Michel, j'ai fondé 3Com cette année, un cabinet de conseil en stratégie pour essayer d'aider les entreprises, les administrations qui s'interrogeaient sur des questions d'identité, de raison d'être, de valeur, de vision, pour essayer de clarifier tout ça, d'affirmer de la cohérence et un alignement culturel, les sujets qui me semblent essentiels dans ces temps de défiance envers l'entreprise. Donc, le webinaire va se dérouler en 2 temps. La première partie, une présentation d'environ 35-40 minutes autour de la formalisation de la raison d'être, et ensuite une séance de questions-réponses. Si vous voulez garder vos micros fermés pendant le contenu de la première partie, ça sera sans doute plus simple pour éviter les bruits parasites, à part si vous avez une question ou si vous préférez la poser à la fin, au choix. Sinon, il y a le chat aussi qui permettra de vous répondre à la fin. Pour information, vu que c'est une question fréquente en début de présentation, je ne vais pas envoyer la présentation automatiquement, seulement une version allégée à celles ou à ceux qui m'en feront la demande par email. Voilà, merci encore à vous d'être présente. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces notions. Donc, sans être trop théorique, on va commencer par revenir aux origines du concept de raison d'être et surtout sur son utilité lorsque le travail réalisé est sérieux. On va aborder ensuite les différentes façons de travailler autour de ce sujet de raison d'être, autour de l'identité des entreprises, les modèles existants, leurs limites, et ensuite la méthodologie innovante qu'on a essayé de développer chez 3Com avec des cas pratiques rapides. Ensuite, les différentes façons d'aller plus loin pour transformer son organisation via la labellisation, par exemple. Et sans entrer trop dans les détails, je vous mentionnerai les formations que j'ai mises en place et qui sont à votre disposition si vous avez l'intention d'aller plus loin sur ces sujets. Enfin, donc la séance de questions-réponses à l'issue de tout ça. Donc, sur le contexte, je pense que si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que vous connaissez le contexte. La loi Pacte, le rapport Nota-Sénard qui se sont succédés. Donc, d'abord, Nicole Nota, Jean-Dominique Sénard, une syndicaliste, un grand patron français qui était patron de Michelin à l'époque, qui est devenu PDG de Renault ensuite, et qui ont remis un rapport sur l'entreprise comme objet d'intérêt collectif au ministre de l'Économie et des Finances qui avait commandé le rapport en question. Et dans les recommandations de ce rapport, certaines ont été reprises comme petits éléments de la loi Pacte, avec plusieurs niveaux dans la fusée. Le premier niveau, c'est la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de se définir une raison d'être. Second niveau, de l'inscrire dans leur statut. Et troisième niveau, pour les plus volontaires qui veulent vraiment organiser leurs activités autour de ces questions de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, de devenir des sociétés à mission. Pourquoi établir un pourquoi? On va partir d'un des auteurs qui sert de référence, pas seulement à nous, mais je pense à pas mal de monde. C'est Simon Sinek qui explique pourquoi, commencer par pourquoi est un élément indispensable quand on démarre une entreprise, voire se reposer ces questions plus tard pour essayer de faire comprendre aux entrepreneurs l'importance du purpose, de la raison d'être. À savoir, c'est ce qui va permettre de vendre à ses clients, à ses collaborateurs, autre chose qu'un produit ou qu'un service, mais aussi les raisons pour lesquelles on se lève tous les matins, pour être trivial. Voilà. Et cette question, elle doit se poser vraiment dès les origines de l'entreprise, avant même le produit en lui-même, le what, le produit ou le service, et le comment est-ce qu'on va le produire. C'est vraiment une question centrale et Simon Sinek a eu énormément de succès avec cette idée et elle a contribué, je pense aussi, à inspirer la loi Pacte. Donc, le point suivant sur lequel je voulais commencer cette présentation sur les raisons qui poussent à établir un pourquoi, quand on étudie, comme l'a fait l'Institut Kantar pour l'Union des annonceurs l'année dernière, les critères de confiance
envers les marques, on a quelques points qui se détachent. Alors, les premiers, c'est le fait qu'un produit ou qu'un service tienne ses promesses. Ensuite, que la marque puisse reconnaître ses erreurs, soit capable de s'excuser, qu'elle communique et agisse en toute transparence. Nous, chez 3Com, on préfère l'authenticité parce que derrière la transparence, il peut y avoir des dérives. Il peut y avoir une idée assez dangereuse quand on arrive à trop de transparence. Par contre, être authentique, c'est un élément extrêmement important selon nous. Et comme autre critère très important, qui en sont à plus de 60%, on a le fait que la marque ait un impact positif, qu'elle prenne réellement en compte les enjeux sociétaux, de santé, d'environnement. Voilà, donc il y a une demande des consommateurs sur ces critères, et comme je le disais, ça a comme premier bénéfice donc de s'interroger sur sa raison d'être, sur son identité, d'établir de la confiance, une relation de confiance si le travail est fait sérieusement. Beaucoup de marques sont confrontées à ces problèmes, au fait que leurs salariés, que leurs consommateurs perdent confiance, et établir une identité solide avec un vrai alignement, ça peut aider à retrouver cette confiance. D'ailleurs, avec mes partenaires du DIAG, on a aussi essayé d'étudier pas mal de questions, de faire des diagnostics managériaux qui nous ont appris, par exemple, que beaucoup de nos compatriotes dans les entreprises, dans les administrations, avaient cette impression très bien décrite par David Graeber d'avoir un bullshit job, c'est-à-dire d'être inutile. Et c'est assez intéressant de voir que c'est ce que disent 28% des dirigeants dans l'étude du DIAG, 38% des managers et 45% des exécutants. Presque une personne sur deux au niveau exécutant ont ce manque de sens. Et donc, voilà, c'est le deuxième bénéfice qui nous semble essentiel dans l'établissement d'une raison d'être, c'est le fait de donner du sens, de donner une direction et de combler la quête de sens qui est associée. Autre problématique, la rétention, la fidélité des collaborateurs, mais aussi éventuellement des fournisseurs, des partenaires. En cas d'acquisition, en cas de fusion, en cas de joint venture, il va y avoir besoin d'un alignement culturel. C'est le moment idéal aussi pour travailler ou retravailler sa raison d'être et son identité. Et c'est un exercice qui, lorsqu'il est bien mené, est source de dialogue et d'écoute, un besoin qui est ressenti, je crois aussi, je l'ai ressenti moi-même lorsque j'étais salarié, ou qui est ressenti dans des entreprises qui ont connu une forte croissance. Les entreprises françaises, des fois, il y a ce manque de dialogue qui peut mener à des combats de chefs ou de petits chefs. C'est lié d'ailleurs au manque de confiance. Les petits chefs qui sont dans le contrôle permanent, les amener à dialoguer autour d'objectifs communs, au moins ça peut rapprocher les choses, ça peut leur donner la confiance qu'il leur manque et donc la faire ressentir à leurs collaborateurs. Trouver une raison d'être authentique, ça va entraîner un surplus de motivation, peut-être même de passion. C'est ce qui nous fait lever, comme je le disais tout à l'heure, le matin, cette motivation supplémentaire. On sait pourquoi on va travailler. C'est aussi, et ça va ensemble, une source d'engagement qui sera bien appréciable quand on est un dirigeant d'entreprise ou un manager, de voir son équipe engagée autour du même projet sur lequel on a travaillé lors de l'établissement de la raison d'être et du travail sur l'identité en général. Et puis enfin, je ne vais pas vous le cacher, il y a quelques raisons qui sont pragmatiques et assez prosaïques à la raison d'être. Ainsi, dans les années 80, des chercheurs américains ont démontré, avec des études extrêmement sérieuses sur des centaines d'entreprises, que celles qui se dotaient d'une raison d'être forte, un strong purpose, permettaient de créer, suivant les cas, 6 fois plus de valeur que leurs concurrentes qui ne se basaient que sur le profit à court terme. C'est ce qui est démontré dans Bâti pour durer de Colin Seporas, Built to Last. Lenny Kehl, dans Moral Intelligence, montre que les CEO avec une raison d'être authentique ont des ROA, des Return on Assets, la rentabilité des actifs 3 fois supérieure que les CEO qui sont centrés sur eux-mêmes. Cotter Esquette qui démontre que des entreprises avec une raison d'être forte, qui ne négligent pas pour autant la création de valeur, surpassent la valeur de leurs concurrents par un facteur 12. Mackie Sissodia
Les entreprises soucieuses de leurs externalités font 10 fois mieux que les autres. Bref, je ne vais pas vous… peu importe le chiffre hein, derrière tout ça, quel que soit le chiffre qu'on retient, ce qui est un élément essentiel à mes yeux, c'est que l'exercice n'a pas pour but, au fond, d'entraver la création de valeur. Bien au contraire, si le travail est bien fait, on va créer plus de valeur, à la fois financière, mais aussi de la valeur sociale, de la valeur environnementale. Et ce prisme de valeur est essentiel à prendre en compte. Enfin, la raison d'être, l'identité telle que nous le voyons chez 3Com, c'est la première marche de l'identité de l'édifice vers une identité qui soit pleine, qui soit entière. C'est la seule qui soit à même d'établir une culture d'entreprise forte, pérenne. Et donc, on va se doter de valeurs, où on va les réviser régulièrement, des valeurs qui vont permettre de répondre à la question qui. Donc, si c'est le moment généralement où je donne quelques petites définitions sur ces points-là. Donc, les valeurs, c'est ce à quoi vous croyez au plus profond de vous-même. Et quand vous fondez une entreprise, vous allez vous demander éventuellement qu'est-ce que vous voulez apporter à cette entreprise. Les valeurs personnelles peuvent être bien entendu différentes des valeurs de votre entreprise ou de votre marque. Il va falloir travailler tout ça en profondeur, trouver ce qui va être fédérateur, ce qui réunit vos collaborateurs. Les valeurs de marque, elles peuvent aussi évoluer au fil du temps, à mesure que votre activité progresse, se réoriente. Voilà pour les valeurs. Pour la raison d'être, donc c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites, ce qui vous fait commencer, ce qui vous donne envie d'aider les autres, de fournir des produits, des services. Et voilà, il va falloir vous poser la question, qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à aller de l'avant, et quelles sont les problématiques qui vous touchent le plus, le social, l'environnemental. Voilà, on va développer ça plus tard dans la méthodologie. La vision, c'est ce que vous envisagez, à la fois pour vous-même et pour votre entreprise. Elle va fournir une vision du monde, le monde dans lequel vous voulez vivre. Et la mission, c'est de savoir comment vous allez atteindre la vision. Voilà pour les définitions. Donc, premier modèle pour formaliser une raison d'être, il y a un modèle assez basique, c'est la direction générale généralement qui va charger la direction de la communication de prendre le sujet en main. La direction de la communication va choisir une agence avec laquelle elle va opérer plusieurs réunions de cadrage. Il va y avoir des propositions qui vont déboucher au bout d'un moment sur un choix. Certaines PME aux moyens limités qui s'intéressent malgré tout à ces sujets peuvent être tentées d'emprunter cette voie. Elle peut donner parfois des résultats intéressants. En tout cas, c'est généralement la moins onéreuse et la plus rapide. Le modèle basique. Donc, le second modèle, c'est celui que j'ai nommé le classique. La direction générale va là charger plutôt la direction RSE ou la direction RSE avec la direction des ressources humaines, la direction de la communication, de prendre le sujet en main. Il y aura un travail en interne assez important en amont de tout ça entre les différentes directions, puis éventuellement le recours à un cabinet de conseil et une agence de com, là encore, une enquête interne pour essayer un premier stade de co-construction d'une raison d'être et d'une identité. C'est typiquement le modèle qui est mis en place dans les startups généralement, où on va essayer de travailler tous ensemble quand on fonde une entreprise, quelles sont nos valeurs, quelle est notre raison d'être. C'est un modèle assez classique. Enfin, il y a le modèle des grandes entreprises, typiquement employées dans celle du CAC 40, la co-construction. Là, c'est le modèle où la direction générale va mettre au point un comité qui va prendre le sujet en main. Ce comité va avoir recours à un ou plusieurs cabinets de conseil, à des entités spécialisées dans la concertation. La réflexion va être lancée en interne et en externe auprès des collaborateurs et des parties prenantes. Le comité de raison d'être, le comité de mission va se saisir des propositions qui vont déboucher de toutes les réunions qui vont être organisées en interne et en externe, va retravailler tout ça avec des consultants et à la fin du processus, entériner une position, qu'elle soit issue ou non de la consultation, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que ça donne parfois des résultats très mitigés, on va le voir assez rapidement.
On va passer aux exemples. Les raisons d'être mises en place à l'heure actuelle en France, je pense que si on les avait toutes, on serait entre 150 et 200. Il y a un site internet, si ça vous intéresse, je pourrais vous fournir le lien du cabinet d'avocats Leplay qui essaye de les lister. Donc, vous allez en retrouver un certain nombre sur ce site qui est assez intéressant. Et nous, on va étudier quelques exemples de raisons d'être marquantes. Alors, le premier, une entreprise qu'on connaît tous, pour laquelle on a généralement une certaine affection en France depuis la famille Ribou, qui avait déjà mis au temps du père Antoine Ribou ces problématiques d'entreprise responsable sur la table dès les années 70-80. Son fils Franck avait continué là-dessus et Emmanuel Faber est totalement dans la droite ligne. D'ailleurs, il a mis en place la raison d'être de Danone dès 2005, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, une raison d'être forte qui a engagé Danone à se séparer assez tôt de ses activités dans les alcools, par exemple, parce que c'était antagoniste avec la raison d'être d'apporter la santé. Et c'est la première société du CAC 40 à être devenue société à mission. Alors, je ne peux pas faire l'impasse sur ce qui lui a été reproché ces dernières semaines. La question, est-ce qu'on peut être une société qui a une raison d'être socialement responsable, même une société à mission, et d'un autre côté, faire des plans sociaux quand on a encore des bénéfices. Je crois que, comme je le disais au départ, la raison d'être ne doit pas entraver le profit, et bien que Danone fasse des bénéfices, ils sont en difficulté dans une de leurs activités qui est en très grande difficulté par rapport à la concurrence. Donc voilà, je n'ai pas à juger Danone, bien entendu, mais je ne crois pas que ce soit en opposition le fait d'avoir des difficultés économiques et d'un autre côté d'essayer de répondre à une raison d'être et à des missions qui dépassent simplement le profit. La Camif, autre exemple qui me semble assez intéressant, une boîte qui était mourante au début des années 2000, la mutuelle d'achat des instituteurs à l'origine, qui s'est totalement réinventée sous l'impulsion d'Emery et Jacquilla, leur patron actuel, et qui cherche aujourd'hui à proposer des produits et des services pour la maison conçus au bénéfice de l'homme et de la planète. En tout cas, c'est ce qu'ils se donnent comme mission. Et ils y arrivent visiblement plutôt pas mal, puisque la Camif a été totalement relancée grâce à ça, qu'elle fait maintenant appel à tout un écosystème de fournisseurs français et que les consommateurs adhèrent à ce modèle. Voilà. Et donc, la raison d'être de la Camif a été inscrite dans ses statuts avant même le vote de la loi Pacte. Autre entreprise dont je voulais parler, c'est Veolia. Donc, la raison d'être de Veolia a été affichée en 2019, contribuer au progrès humain en s'inscrivant dans les objectifs du développement durable. Donc, on est dans quelque chose de très générique, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Une perspective de ressourcer et une mission de ressourcer le monde en exerçant un métier de service à l'environnement. L'intérêt, ce n'est pas cette phrase qui me semble extrêmement générique et pas très différenciante, c'est le fait que Veolia ait travaillé par derrière sur des engagements pour se mettre en ligne avec tous ces objectifs qui sont très développement durable en effet. Après, la question qu'on peut poser par rapport à Veolia, c'est dans ce qui se passe en ce moment avec leur volonté d'OPA sur Suez, est-ce qu'ils sont totalement en ligne avec toutes les valeurs du développement durable? Je crois que la question mérite d'être posée, surtout avec les petits problèmes qu'a eu Eli Cohen pour avoir simplement donné son avis sur la fusion en question. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre ça, mais c'était quelque chose d'intéressant. La Maïf, qui se prénomme assureur militant depuis des années, qui n'est pas totalement dans l'économie de marché traditionnelle, mais qui affiche donc une raison d'être à laquelle son patron, Pascal Demurger, croit extrêmement fort, et qui est basée sur l'attention portée aux autres et au monde.
Et donc voilà, Pascal Demurcher écrit, prend la parole très très régulièrement sur tous ces sujets. Il a d'ailleurs reproché vertement à Amazon ces dernières semaines de ne pas avoir de véritable raison d'être. Et ça a créé un très beau débat avec Philippe Silbersan, un enseignant-chercheur de l'EM Lyon, qui lui est rentré dedans en expliquant qu'il n'avait pas exactement compris ce qu'était la raison d'être. Et ça crée un débat très intéressant. Et j'aurai le plaisir de les recevoir dans Purpose Info, le podcast que j'ai créé sur ces questions au mois de janvier. Donc, j'en parlerai plus tard, mais la Maïf est un exemple extrêmement intéressant d'entreprise qui a vraiment abordé le sujet et cherche à se transformer en fonction de ce sujet. Capgemini a aussi beaucoup travaillé sa raison d'être, libérer les énergies humaines par la technologie. Donc là, elle est vraiment axée sur son métier. Ça parle. Ils ont co-construit ça avec l'ensemble de leurs parties prenantes entre décembre 2019 et mai 2020. À travers des questionnaires. Ils ont eu 50 000 réponses, 35 000 commentaires. Ils ont animé des workshops dans plusieurs pays. Ils ont interrogé leurs clients, leurs partenaires, des actionnaires, des ONG. Bref, ils ont beaucoup travaillé sur ces questions. Je n'ai pas tous les détails de la façon dont c'est ressenti en interne. Ça serait très intéressant d'aller étudier ça de plus près. Ensuite, deux exemples pour finir, peut-être un peu plus décevants, si je peux me permettre de porter un jugement après avoir étudié tout ça. La Société Générale, qui est dans l'idée de construire ensemble un avenir meilleur et durable. Donc là, on est dans quelque chose de totalement générique. Et le problème, c'est quand on lit les engagements, parce que déjà, c'est intéressant, il y a écrit qu'ils s'engagent, continuer à jouer un rôle moteur dans les transformations du monde. Est-ce que c'est réellement un engagement? On est un peu déçu, je dois l'avouer, en voyant les engagements affichés par la Société Générale. Enfin, Orange, l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est une jolie phrase, c'est sûr. Une mission de garantir dans tous ces champs d'activité que le numérique est pensé, mis à disposition et utilisé de façon plus humaine et plus durable. Là encore, c'est une belle phrase, mais un peu générique. L'intérêt de tout ça étant remis en cause par la méthode. Ils ont fait une grande messe de co-construction, eux aussi, en mobilisant en interne et en externe. Le problème, c'est que pour en avoir discuté avec un de leurs représentants du personnel, Sébastien Crozier, il m'a expliqué que les résultats qui sont ressortis après un processus totalement opaque correspondait en fait exactement aux objectifs de la direction de la RSE 2 ans avant même de lancer le processus. Donc forcément, ça entame énormément la crédibilité quand on travaille de cette façon. Passons à la méthodologie de 3Com. En fait, j'ai décidé de fonder ce cabinet de stratégie face à la déception que j'éprouvais face aux résultats des 3 modèles que je vous ai exposés tout à l'heure. Donc, j'ai passé une partie de l'année 2019 à observer et à travailler sur tous ces sujets pour voir ce qui se faisait. Au mois de mars, ça a donné une enquête sur l'identité des groupes du CAC 40. Au mois d'avril, donc la création de 3Com avec ma méthodologie dont je vais parler juste après. Et au mois d'octobre, Purpose Info, le podcast et l'émission sur YouTube autour de la raison d'être qui permet de faire vivre le débat pour aller plus loin que ce que je trouvais dans les journaux jusqu'à maintenant me semblait extrêmement décevant. Donc voilà, j'ai cherché à inviter des experts du sujet et je continue de le faire tous les mois pour le faire vivre au quotidien, ce sujet. La méthodologie que je vous propose aujourd'hui et dont je voulais vous parler, elle repose sur 3 modules, tout simplement. Un premier module de diagnostic où on va déterminer avec le comité de direction et des représentants du personnel ce qu'est l'identité rêvée de l'entreprise. Un module d'enquête qui va permettre de vérifier ce qui a été trouvé, si ce qui a été trouvé au cours du premier module était vraiment réaliste.
c'est l'image réelle, la rencontre entre l'identité rêvée et l'image réelle. Et un dernier module de mise en place et de suivi qui est sans doute le plus important pour la pérennité de la démarche, qui va devoir travailler sur les indicateurs, les KPIs qui seront mis en place pour suivre le fait que l'identité soit pérenne. Donc, le premier point du module diagnostic, c'est d'abord un audit et un état des lieux. Petit exemple intéressant d'ailleurs, j'ai fait cet exercice avec un prospect récemment dont je ne donnerai pas le nom. Et j'ai été voir sur leur site internet, il n'y avait pas encore de raison d'être. Par contre, il y avait leurs valeurs fondatrices sur leur site corporate. Leurs valeurs fondatrices, telles qu'indiquées pour leur groupe, c'était croire en un avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement. J'ai dit très bien, c'est intéressant. J'ai continué à aller voir un peu ce qui se faisait sur leur site internet et un petit peu plus loin, la page de recrutement de la marque employeur, je suis tombé sur les valeurs du groupe. Et là, simplicité, humilité dans la relation au travail, proximité avec le client. Quand je vous parlais d'alignement tout à l'heure, c'était un petit peu là que je voulais en venir. Avoir ce genre d'affichage, forcément, ça nuit à la crédibilité, à mon sens en tout cas. On peut avoir différents types de valeurs, mais il faut savoir être aligné. Quand on écrit les valeurs fondatrices, les valeurs du groupe, et que ce ne sont pas les mêmes, forcément, on se tire une balle dans le pied. Et c'est pour ça que je crois que quand on commence à travailler ces sujets, il faut le faire sérieusement, du début à la fin, et ne rien négliger. Bref, pour continuer sur le premier module, je n'ai pas signé le prospect en question. Peut-être que j'avais été un petit peu trop rude dans mon approche. Pour continuer sur le module diagnostic, après l'audit, l'état des lieux, où on va sortir tout ce qui existait, on va réviser le cahier des charges si besoin en fonction de ce qui était déjà mis en place. On va constituer une instance de pilotage de toute notre démarche. C'est un moment clé de tout ça, l'instance de pilotage. Et cette instance de pilotage, elle va se constituer en posant des questions au fur et à mesure avec les différentes directions. Alors, avec la direction générale, on va chercher à comprendre, par exemple, quelle est l'histoire de l'entreprise, quelle est sa vision, quelle est la mission, quelle est la stratégie de l'entreprise telle qu'elle est vue par la direction générale. Et ensuite, on va faire quelque chose de similaire avec les différentes directions pour assurer cet alignement dont je vous parlais. Avec la DRH, donc la marque employeur, les valeurs de marque employeur, les valeurs internes. Avec la direction commerciale, la direction des achats, essayer de comprendre la maturité de la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes. Avec la direction marketing et communication, on va chercher à comprendre le brand purpose, s'il a été réfléchi, quelle est l'image de marque que veulent donner ces directions, quelles sont les valeurs corporate, voir si elles sont alignées avec les valeurs de la marque employeur. Avec la direction juridique, bien entendu, on va se poser la question de l'objet social. Avec la direction du développement durable et de la RSE, de la stratégie RSE, qui est la volonté d'appuyer sur tel ou tel aspect en fonction du secteur d'activité, ce genre de questions. Avec les directions techniques et opérationnelles qui sont fondamentales, on va essayer de comprendre quelle est l'identité de chacun des métiers de l'entreprise. Quelle est l'identité de chacun des produits, de chacun des services qui sont offerts. Et avec les représentants du personnel, enfin, on va essayer de comprendre le vécu terrain, l'identité profonde de l'entreprise telle qu'elle est vécue par les employés. Alors, avec toutes ces personnes, on va garder plusieurs techniques d'approche suivant la culture de l'entreprise. Une des techniques que je propose, c'est de se baser sur les trois problématiques, l'environnement, le social et la gouvernance, avec des propositions de questions à chaque fois. J'ai une autre démarche avec d'autres clients suivant s'ils veulent plus réfléchir donc, à ces questions
sous un plan RSE ou s'ils veulent plus y réfléchir sous un plan d'engagement de marque et de compréhension des consommateurs. Et en termes de compréhension des consommateurs, je suis partenaire de Wasati, un organisme d'études qui va chercher très loin dans les données pour comprendre les valeurs des consommateurs parce qu'elles sont perpétuellement mouvantes. Et Wasati a été créé justement pour comprendre ça. Alors, ils le font à travers plusieurs outils d'analyse de données sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les pétitions, par exemple. Et là, j'ai mis, par exemple, un des derniers résumés de leur outil d'anticipation des valeurs en fonction des votes des gens entre 2012 et 2020. Et ça montre que les trois sujets qui faisaient le plus réagir, les trois valeurs qui faisaient le plus réagir les Français dans cette période, c'était l'environnement, les droits humains et la santé, avec la justice économique un petit peu derrière. Voilà, ça peut être des outils extrêmement intéressants pour analyser ces sujets avec l'instance de pilotage. Ensuite, donc, on arrive à notre identité rêvée que je propose à la fin de tout ça via une réunion de restitution, un document de restitution qu'on va devoir confronter lors d'enquêtes. Alors, il y a 4 enquêtes. 2 enquêtes internes en quanti et en quali, 2 enquêtes externes, là encore, du quantitatif, du qualitatif, afin de faire remonter une note globale pour le quantitatif d'adhésion des employés et des parties prenantes au travail réalisé, et aussi, via le qualitatif, de faire monter des signaux faibles, généralement extrêmement intéressants. Quand on va interroger les clients sur les valeurs perçues de l'entreprise, ça donne généralement des résultats passionnants. Donc voilà, c'est pour ça que je ne crois pas fondamentalement à la co-construction, je crois beaucoup plus à cette démarche qui est vraiment honnête. De toute façon, c'est impulsé par les différentes directions, les valeurs, la raison d'être, la mission. Par contre, le fait d'aller le vérifier et le faire de façon ouverte en impliquant les représentants du personnel pour qu'ils aient accès à tous les résultats, on ne peut pas tricher. S'il y a quelque chose qui est affiché qui ne correspond pas aux valeurs qu'on veut mettre en avant, à l'arrivée, on s'en rendra forcément compte. Et c'est pour ça que la rencontre entre identité rêvée et image réelle peut parfois être légèrement douloureuse, mais c'est tout l'intérêt de l'exercice. Et enfin, une raison d'être authentique, outre s'accompagner d'un travail complet sur l'identité, ça ne peut pas être simplement des mots, ça ne peut pas être une simple phrase, même impactante. Cela doit aussi être matérialisé dans la gouvernance de l'entreprise. Tout d'abord en étudiant et en révisant les KPIs existants afin de les faire coller au mieux aux éléments de l'identité qu'on va mettre en place, raison d'être, valeur, vision. Et cela passe aussi par un travail sur les engagements de l'entreprise, les engagements envers la société, envers les clients, envers les fournisseurs. Tout doit être clair, tout doit être lisible, tout doit être cohérent, en ligne en fait avec ce que votre entreprise est profondément. C'est ce qui différencie d'ailleurs, à mon sens, le purpose washing de certaines entreprises qui restent sur du pur travail cosmétique, non seulement inutile, mais carrément néfaste. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure, je pensais assez parlant, par rapport à celles qui en profitent pour se transformer, pour donner du sens en interne, en externe, et de la cohérence à tout ça. Et c'est ça qui va permettre de regagner la confiance et la réputation auprès de vos collaborateurs, auprès de vos parties prenantes. Voilà quelques cas pratiques très rapides pour finir. On a fait tout un travail avec une marque lyonnaise qui a été la première à expérimenter en fait ces 3 modules. Le Petit Pouce, c'est une marque qui est dans les souvenirs d'enfance, qui a créé le concept de bibliothèque pour conserver les souvenirs de son enfant et pouvoir les ressortir plus tard, un concept assez génial. Et on a réussi à déterminer avec les fondatrices et aller le vérifier avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, que vraiment ce qui se dégageait comme raison d'être pour le Petit Pouce, c'était cette idée de rapprocher les familles, aider les familles grâce à ces
ces cadeaux innovants qui permettent de faire des souvenirs des enfants un trésor, on va réussir à donner cette opportunité de rapprochement interne aux familles. Et tous leurs produits maintenant répondent à cette exigence. Elles ont lancé des nouveaux produits depuis qui rencontrent pas mal de succès et ça répond à cette exigence d'essayer de rapprocher les familles. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler rapidement, le travail est encore en cours, c'est la marque du Quercy. Alors là, on a essayé de travailler sur tout le prisme de marque, une marque qui cherche à émanciper, à responsabiliser autour de l'agriculture, qui va proposer des graines de chia bio par abonnement, des graines de chia produites en France. C'est une demande de plus en plus importante apparemment, notamment dans les grandes villes, par un certain nombre de gens de mieux s'alimenter. Et il y a un de ces aliments qui est assez à la mode en ce moment. Et donc, on a identifié, enfin, le fondateur a identifié des producteurs du Quercy, sa région de cœur. Et voilà, on est en train de monter cette marque autour de plusieurs idées, autour de plusieurs valeurs, comme le bonheur de l'agriculteur, comme l'excellence environnementale et bien entendu la santé. Pour aller plus loin, comme j'en parlais un tout petit peu avant, on est partenaire de Wasati, le cabinet d'études qui, comme je vous le montrais, analyse et cherche à anticiper l'évolution des domaines sociétaux et qui peut donc permettre d'aider à déterminer des politiques de produits, de positionnement, de marketing, de communication. Ils ont d'autres outils qui permettent de l'alignement et donc de l'engagement, qui permettent de dérisquer, qui permettent de mesurer. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je pourrais répondre à vos questions ou vous mettre en contact avec mes partenaires si ça vous intéresse. On est aussi partenaire du DIAG, un outil qui a été réalisé par des chercheurs, notamment centraliens. Virginie pourrait en parler. Elle a contribué pendant une partie de ces derniers mois à un moment à travailler sur le DIAG et ça permet d'analyser donc en profondeur, comme le schéma que je vous montre en avant, les décalages sur cinq thématiques: énergie, talent, confiance, avenir, digital. Comment sont perçus par les différents collaborateurs ces différents points, comment ils sont perçus par les collaborateurs. Enfin, on est partenaire d'un label RSE, Positive Workplace. Alors, Positive Workplace, c'est un label RSE qui est fondé sur deux outils principalement, le Company Audit et le Stakeholder Survey. Le Company Audit, c'est un outil qui est complété par les organisations qui s'y intéressent. Il contient 123 questions qui interrogent sur 5 catégories: l'activité, la gouvernance, le social, l'empreinte environnementale, l'impact local. Et on obtient un score à l'issue de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Positive Workplace? Parce que c'était un des labels qui permettait aux PME de se positionner sur ces problématiques RSE pour un prix relativement modeste et aussi parce que c'était le seul à aller interroger les parties prenantes. Et ça nous a semblé très intéressant par rapport à ses concurrents comme Picor, par rapport à Lucie. En termes de ressources, pour finir, il y a un cours très complet et très intéressant sur ces problématiques que vous pouvez retrouver. Je pourrais vous envoyer le lien si ça vous intéresse, qui est offert par l'ESSEC sur la plateforme Coursera, sur raison d'être et entreprise à mission. Autre ressource pour l'actualité de la raison d'être au quotidien, je ne peux que vous conseiller de suivre, si vous ne le faites pas déjà, la page LinkedIn de 3Com. Tous les jours, il y a toute l'actualité. J'essaye de poster avec mon équipe sur l'actualité de la raison d'être. Et enfin, le podcast Purpose Info, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous en ai parlé déjà auparavant.
Enfin, en termes de formation, très rapidement, parce qu'on est déjà à 40 minutes, je suis trop long. Première formation sur la formalisation de l'identité, qui se fait en 3 jours généralement, avec un module sur la stratégie, la vision, un sur la culture d'entreprise, son histoire, ses valeurs, et enfin un module sur la raison d'être et la mission. Une formation sur forger son identité d'équipe, parce que c'est extrêmement important de le faire au niveau de l'entreprise, mais il est fondamental de décliner ça ensuite au niveau des équipes, tout en restant aligné, bien entendu, sur la mission de l'entreprise. Mais faire travailler son équipe à quelque chose qui la différencie et qui est plus parlant à un plus petit niveau que celui de l'entreprise est très intéressant aussi. Donc là, on a des programmes inter-entreprises pour les jeunes managers ou pour les managers confirmés et dirigeants avec des modules qui peuvent se faire par visio. Ou par rendez-vous réel quand ce sera à nouveau possible, quand les conditions sanitaires le permettront. Et enfin, on a mis en place tout dernièrement d'autres modules pour manager à distance en contexte de crise, en partenariat avec Holistics. Aussi sur ce format, on a des modules de groupe de 2 heures par semaine qui durent 2 mois, et on fait du coaching ensuite en individuel pour les managers ou pour les dirigeants. Ça marche relativement bien. Voilà, j'arrête un peu de parler et je vais écouter vos questions si vous en avez. Oui. C'était très intéressant de voir votre vision critique de ce qui avait été fait et les engagements qui sont derrière. Je me demandais effectivement où vous avez ces informations-là. Parce que nous, on entend juste ce qu'entend le grand public et mis à part le fait d'être un spécialiste qui s'intéresse à ces questions-là, je ne sais pas s'il faut être interne aux entreprises, il faut être un consultant ou il faut être de l'externe, mais où est-ce qu'on attrape cette donnée réelle, si vous voulez, par rapport à voilà, la belle image qu'on affiche et ce qu'on fait derrière? Pour ce dont j'ai parlé, c'est à travers des entretiens. Là, c'est vraiment, j'ai été interroger ce que je voulais faire à travers mon étude. Au départ, je l'ai faite sur le CAC 40 et là, la deuxième édition, je vais essayer d'élargir. Mais j'ai essayé d'aller interroger la direction de la com ou la direction RSE en leur proposant d'avoir des entretiens avec moi pour m'expliquer leur démarche, et en parallèle, d'aller rencontrer des représentants syndicaux lorsqu'ils les acceptaient, avoir un entretien et qu'ils me donnent leur vision. Et C'est un voilà, peu ça comme votre c'est la méthode. méthodologie par petites touches, quoi. Oui, il y a beaucoup de ça, vraiment l'idée d'aller prendre de la donnée réelle en interne. Après, forcément, quand c'est des organisations syndicales, suivant les relations sociales au sein de l'entreprise, on sait qu'il faut décader. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre d'aller voir les deux sons de Mmh. cloche, Les deux celui de la côtés. direction, celui des organisations syndicales. Et idéalement, quand c'est des grands groupes comme ça, c'est pour ça que j'avais commencé par les groupes du CAC 40, parce que dans un certain nombre d'entre eux, j'ai des contacts personnels avec lesquels je peux parler et avec lesquels j'ai une autre approche encore. Voilà, j'ai passé 15 ans chez Vinci, j'ai une assez bonne idée de comment sont ressenties ces problématiques de valeur, de vision, de Mmh. raison d'être au sein de Vinci. Ok, merci. Je vous en prie. Virginie? Oui, je voulais savoir si, donc du coup, tu as commencé avec les grands groupes, c'est ça, Oui, hein, que tu exactement. dis. Et ensuite, tes clients, c'est plutôt quoi, du grand groupe aussi ou... Bon, pour l'instant, c'est plutôt des petites organisations. J'ai des prospects ETI. C'est vraiment ce que je vise. À la base, quand j'ai fondé 3Com, je me suis dit ce qui serait mon client idéal, c'est vraiment la question importante quand même, ce serait grosse PME ou ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Entre 250 et 500 personnes, je pense que là, j'ai vraiment une valeur ajoutée en termes d'alignement, parce que les grands groupes, ils vont aller vers les grands cabinets. Oui, Et j'espère que 3Com en sera un jour, mais j'en suis pas là. Donc, je n'avais pas beaucoup de chance de les convaincre, à part sur des petites missions ou comme soutien d'autres cabinets.
Par contre, les ETI, là, je crois qu'il y a vraiment une valeur ajoutée parce que je peux être moins cher que les gros cabinets et l'originalité de ma démarche, il n'y a personne qui propose ça, j'ai l'impression. Donc voilà. Par contre, les PME plutôt petites que moyennes, c'est plus difficile à vendre parce qu'elles sont plus la tête dans le guidon, malheureusement pour elles, parce qu'elles ont des problématiques. Enfin voilà, leur raison d'être, c'est la survie, surtout cette année. Et elles n'ont pas de moyens à consacrer à ces réflexions, malheureusement. J'ai une autre question. Ça dure combien de temps, en fait, la mise en place de ton processus de C'est une de très raison bonne d'être, question, en fait. effectivement. J'avais prévu d'en parler, et puis comme je voulais aller vite, je l'ai enlevé, mais c'est une très bonne question. La durée dépend de la taille de l'entreprise. C'est entre quelques semaines par module pour une petite entreprise, et ça peut aller jusqu'à plusieurs mois pour une grande entreprise où il faut aller réaliser des entretiens dans les filiales à l'étranger, etc. Ça va mettre beaucoup plus longtemps à se mettre en place. Voilà. Mais, voilà, entre 3 mois et un an et demi, suivant la taille de l'entreprise. Caroline? Oui, alors, je voulais rebondir un peu par rapport à la question précédente, parce que justement, dans la présentation que vous faites, vous parlez beaucoup des gros groupes et des grosses structures où vous allez interroger toutes les directions. Mais dans pas mal de petites et moyennes entreprises, souvent, ça va être une seule et même personne qui va avoir plusieurs casquettes. Et et par ailleurs, vous parlez aussi par exemple des représentants du personnel, mais leur voix, elle n'est pas forcément non plus le reflet des salariés. Et c'est vrai que la problématique qui peut être posée pour qu'il y ait une adhésion des PME, hein, c'est peut-être d'aller plus vers les salariés eux-mêmes parce que je trouve que l'identité, principe de l'identité rêvée et de l'identité, l'image réelle, elle est bonne. Elle est juste, mais je pense que pour aller plus loin, c'est vraiment comment se sentent les salariés, quelle est l'identité rêvée du salarié. Et souvent, on se trouve confronté à des problématiques de rémunération insuffisante ou de tracas du quotidien. Et peut-être que l'apport d'un consultant, c'est de pouvoir aussi permettre aux salariés de mener une réflexion, c'est-à-dire d'avancer conjointement avec la direction. En fait, ce qu'on constate trop souvent, et moi j'en ai fait expérience dans mon entreprise, c'est qu'il y a une vision qui est direction. Hein. Après, il y a des valeurs. En général, on arrive à peu près à trouver un partage de valeurs qui colle. Mais la diffusion auprès des salariés, qu'ils en fassent quelque chose derrière, c'est très, très dur à faire. Et je pense que la valeur ajoutée d'un cabinet tel que le vôtre, ce serait peut-être d'aller plus vers la mise en œuvre. Souvent, moi, en tous les cas, avec les cabinets de consultants, j'ai un diagnostic, j'ai des préconisations, des indicateurs. Et puis après, on me dit, bah voilà, vous y allez, vous suivez votre truc. D'accord. Et peut-être que la valeur ajoutée de quelqu'un comme vous qui est agile, qui est disponible, qui justement prône le fait d'être au plus proche des gens, c'est d'aider à ce qu'il y ait une vraie prise en compte, parce que la création de valeur, en fait, les études qui montrent tout ça, c'est peut-être aussi à l'inverse. Hein, c'est parce qu'ils avaient de l'argent, ils ont pu se consacrer aussi à des notions de création de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je comprends tout à fait. D'analyse dans les études que vous avez montrées au départ. Et donc, du coup, comment j'amène moi une entreprise qui a qui représente en ce moment toutes les boîtes de France avec des difficultés, à essayer quand même d'en faire quelque chose de positif. Et je pense qu'au-delà de la partie diagnostic et préconisation, indicateurs et tout, c'est aussi de proposer quelque chose sur le terrain avec les équipes. Je pense. Voilà. Ça, moi, j'ai souvent. Voilà, Merci beaucoup pour le commentaire, j'en prends bonne note. Peut-être que ce n'était pas assez clair parce que j'ai condensé, bien entendu, mais une partie de tout ça, je pense que je l'apporte vraiment pendant la phase enquête. Parce que pendant la phase enquête, sur la partie qualitative, autant le quantitatif, c'est un questionnaire, mais pour la partie qualitative, là, par contre, on peut aller sur le terrain. Idéalement, je propose même de l'observation participante. L'idéal, c'est ça. C'est de pouvoir soi-même
aller quelques jours, quitte à être manœuvre, même s'il le faut, pour comprendre vraiment comment est vécue la culture à la base. Et ça, je suis à 100% d'accord avec vous que c'est fondamental et que ça aide énormément le reste du travail. Et c'est ça qui permettra par derrière de faire un travail utile et qui va rester dans la durée, qui sera pérenne. Mon propos, il était plutôt que je suis potentiellement prospect. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes présentations que… Je ne fais pas perdre mon prospect. Pas maintenant. On était si proche du but. Ah, rebonjour. Oui, ça avait coupé. Ça a bugué pendant 30 secondes, Oui. désolée. Ah, ça a bugué. Ah, excusez-moi, c'est mon Internet qui n'est pas bon. Je disais que mon propos était juste en tant que prospect, voilà, potentiel, Oui. que vous étiez plus dirigé vers les grosses boîtes que vers les petites boîtes, alors que votre cible, c'est les petites boîtes. Et voilà, donc je pense que c'est intéressant que vous y meniez votre touche de personnalisation. En fait, dans les petites boîtes, on a vraiment besoin, et vous l'expérimentez sur les 2 entreprises, je pense que vous faites, d'un accompagnement au quotidien et au-delà de vraiment la mise en œuvre. Et voilà. Donc, mais c'est intéressant cette réflexion autour de la raison d'être. Et en fait, la difficulté pour moi que j'ai, c'est il y a des concepts et qu'est-ce que j'en fais dans la vraie vie de ça, d'accord? Parce que moi, j'ai des valeurs, j'ai une mission, j'ai une raison d'être, mais au quotidien, comment je fais pour que les salariés ils adhèrent à ça vraiment et que ça leur change leur façon de faire au quotidien? Ben, c'est ça le plus difficile. Et c'est là où j'ai presque plus de mal à le faire, quoi. Dont vous parlez, c'est qu'une fois qu'on a pris la mesure de tout ce qui est à faire en matière de raison d'être avec Clarence. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu fais en phase 2, Clarence, par rapport à ça, mais effectivement, chez les petites structures, parce que les grandes structures, très clairement, elles ont tellement d'équipes qu'elles s'en occupent elles-mêmes. Bien sûr. Tout facile, hein, surtout Orange, j'y ai travaillé, je sais comment ils bossent, donc en général, c'est ça. Sur des plus petites structures, souvent, il faut soit leur tenir la main, soit tout simplement les aider parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ils n'ont pas assez de temps pour le faire eux-mêmes et ils demandent à quelqu'un de venir les accompagner sur ce sujet-là pour la mise en place réelle, comme vous le disiez tout à l'heure, Caroline. Donc, je ne sais pas si tu fais ça, Clarence, aussi. C'est comme un coaching de mise en place, vous voyez, Voilà, c'est un peu le… Ouais. Mais c'est une transmission, c'est un espèce de vecteur de communication. On s'épuise à communiquer. Et quand on fait le point de ce que écoutent les gens, ce qu'ils retiennent, bon, c'est un peu désespérant. Oui. Hein, voilà, donc des fois, on fait mais à quoi je sers? J'ai répété 15 fois la même chose et ça ne rentre pas. Mais je pense qu'au final, ça crée quand même quelque chose. Mais quand vous avez du personnel en turnover aussi, d'accord? C'est-à-dire que vous créez quelque chose et puis vous avez une vague, les gens ils changent, ils partent, ils reviennent et puis vous dites, ah ben voilà, j'ai formé 150 personnes il y a 2 ans et il m'en reste plus que 75, je dis n'importe quoi. Et donc c'est vraiment qu'il faut que ça rentre dans le process de l'entreprise, mais dès l'intégration. Et ça, dans les petites boîtes, on a du mal dès l'entrée. À leur dire, voilà, en fait, on a tellement besoin de monde de temps en temps on les pousse direct dans leur poste. Enfin, et c'est un peu tout ça qui fait que… Et la difficulté, pour terminer, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est aussi quand on prend des décisions de gestion, d'accord? Comme vous disiez tout à l'heure, là, le cas de Danone, de comment on arrive à présenter les choses pour que ça ne soit pas totalement en opposition avec les valeurs. Parce que à tous les coups, vous allez prendre une décision et on va vous faire « Ah ben voilà, c'était bien la peine que vous nous fassiez des heures et des heures de formation. » Moi, j'imite un délégué CGT, par exemple, des heures et des heures de formation sur des valeurs et vous supprimez 3 postes. Oui, Il y a ça aussi. Là, on se sent un peu seul, en fait, des fois, pour expliquer tout ça. Voilà. C'est là qu'il faut être transparent, en fait, je pense, jusqu'à une certaine mesure, parce qu'il faut lui répondre à cette personne. Surtout à cette personne, j'ai envie de dire, qui comprennent pourquoi, alors qu'on dit ça, il se passe autre chose. Il faut lui dire. Mais c'est vrai que voilà, des fois, défense, mais je pense que c'est pas le cas. Donc, il y a des choses, faut les expliquer. Et même si ça ne plaît pas aux gens, ils les comprennent. Bien sûr. Ils peuvent ne pas les aimer, hein, mais ça…
Et le fait de vraiment les impliquer dans de leur donner beaucoup d'informations en amont, ils voient les choses venir aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espèce de coup près qui sort quand vous leur avez expliqué depuis le départ que bah voilà, La tel confiance service naît ça va pas aussi très du fort. partage de l'information. Voilà. Et j'ai bien aimé le caractère authentique plus que transparent en fait aussi. Voilà. Je trouve que c'est une valeur importante ça. Peut-être pas vraiment, parce que souvent ils annoncent des choses, oui, un tel va licencier tant de gens, etc. Et c'est la seule information qu'il y a de véritable dans l'article de 2 pages, quoi. Et donc du coup, Bien tout sûr. le monde est outré, mais regarde, leur mission c'était ci, et en fait ils virent 150 000 personnes. Bon, sauf que derrière, la source est peut-être bonne, mais ce que la source présente, c'est ridicule. Il faut d'autres informations. On ne peut pas prendre une décision Bien sûr. sur 3 mots. C'est pour en sauver 300 000 ou Oui, ben, peut-être c'est ça, on ne sait pas. Donc le problème est là, mais ça, bon, c'est le problème des médias depuis la nuit des temps. Donc, Bien sûr. Oui, entre les médias et la prudence ouais, ouais. extrême, enfin voilà, c'est dans les deux sens, ça se joue. La prudence extrême des directions qui osent plus s'engager, prendre position d'une part, et de l'autre, les médias qui déforment une partie parce que ça manque de travail Ou sur parce le fond. que ça va leur Le apporter buzz, voilà, de exactement. l'audition, enfin un auditoire, tout simplement. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est du scandale, ouais, ça va bien marcher. Ça va faire du buzz, ouais, exactement. Ouais, exactement. Prendre du temps de cerveau disponible, essayer d'aller le chercher par n'importe quel moyen, y compris les plus minables. Et oui, on y est confronté. J'aurais encore une question si c'est possible. Bien sûr. Il y a un truc assez original, je trouve, dans votre méthode, c'est que vous dites laissez tomber la co-construction. Mais j'aime bien ce concept-là. Alors pourtant, je suis coach, hein, mais je trouve qu'effectivement, à une échelle aussi grosse qu'une entreprise, la co-construction, il y a un côté, mais attends, soyez réalistes, les gars, comment on fait ça? On peut bien être accompagné par une armada de coachs. Il y a quelque part une limite à l'exercice de la co-construction après une certaine taille. Et du coup, je me demande, dans le discours ambiant où la co-construction est tellement à la mode avec l'intelligence collective, etc., comment c'est accepté dans les boîtes où vous travaillez, ou pas d'ailleurs, parmi vos prospects? Petite curiosité personnelle. Ouais, c'est encore un peu le début, donc Ouais. pour être honnête. Donc voilà, moi sur cette idée contre la co-construction, je vous ai mis un article que j'ai soumis aux Échos. Ils m'ont dit ah, c'est intéressant, mais bon, il n'est toujours pas à trouver, donc on verra, on verra si ça finit par passer. Ouais. Mais je crois que c'est effectivement une idée originale et forte. À partir d'un certain niveau, la plupart du temps, les gens, on les prend pour les idiots quand on leur fait croire que ça va être possible de tout co-construire. Dans un mode start-up, je veux bien, mais pas dans une grande entreprise sur des sujets aussi fondamentaux où elles ne vont pas prendre le moindre risque, elles vont rester exactement dans le discours qui est totalement cadré, quoi. Ouais. Donc les gens ils vont passer souvent beaucoup de temps à réfléchir et ça va être extrêmement frustrant de ne pas voir le résultat de ce travail, de se dire bah moi j'ai cherché à réfléchir, à donner des idées, à les partager et derrière la boîte elle n'en prend pas compte et là on perd la motivation et quand on perd la motivation on perd la confiance et c'est ce que vivent énormément de salariés malheureusement à l'heure actuelle. Ouais. C'est vraiment l'aspect crucial. Alors, c'est sûr, on peut faire ça à des petites échelles ou alors quand on a plein d'unités indépendantes qui veulent fonctionner, mais pas pour un sujet comme la raison d'être finalement, où ça doit se décliner en engagement concret à toutes les... Pour tout le monde. Voilà, à tous les niveaux et d'action de la structure. Ouais, c'est chouette. En tout cas, je reste disponible pour toute question supplémentaire. Si vous avez le temps, je vous mets un petit sondage de satisfaction dans le chat. Et puis, j'aurai plaisir donc à continuer le dialogue avec Caroline éventuellement dans les prochains jours. Prochaine semaine, s'il vous plaît. Prochaine semaine. En ce moment, on va dire en janvier, là, j'y suis pas là. On est trop occupé par plein de choses en ce moment. Et vous faites quoi, Caroline, si c'est pas indiscret? Je dirige une clinique. D'accord.
Donc en ce moment, c'est un peu. Ah ouais, purée, ça doit Ça doit être doit dur. peser, hein. Et vous voyez, je pense quand même au futur. Hein. Je pense Mais quand oui. même. Ben oui, Ça m'aère un peu. Hein. c'est tout à votre honneur, hein. Tout à fait. J'essaye de sortir un peu du quotidien. Ben ouais, carrément. Bah, c'est aussi une question de vie ou de mort, hein, de survie, sinon vous n'êtes pas OP. Oui, bah Là, oui. Et puis bon, maintenant, finalement, c'est un peu la routine, hein, ce qui nous arrive. c'est vrai. On est rodé. Hein, donc, Ouais, mais autant créer sa routine, vous voyez. Ça peut être plus Ah, bah, cool, si ça. j'avais le choix, j'en créerais une autre. Mais bon, on verra l'année prochaine. Ok. Voilà. Merci en tout cas, hein. Bah, merci à vous. Merci. Merci à Bon après-midi. tous Merci. de votre participation, Merci de à vos tous. questions. Merci J'ai beaucoup, pas hein. le petit. Je trouve pas le. Cliquez pour Dans ouvrir. le Cliquez dans chat, le chat. bah, sinon je vais le Ouais. remettre par email de toute façon. Mais ça y est. Mais ah voilà, c'est bon. Ok. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon Au revoir. après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.